aussi intervenants vont vous en parler, à commencer par l'auteur, le directeur de la publication, traducteur, qui nous a permis d'accéder enfin à un ouvrage considérable d'un personnage non moins considérable qui était Kojève. J'en dis pas plus, ils vont s'en charger. Jean-Pierre Martin, à ses côtés, s'y est beaucoup intéressé, nous a amené à s'intéresser non seulement au livre, mais à l'intérêt d'en profiter pour présenter non seulement ce livre, mais un certain nombre de publications de la librairie en tant qu'éditeur, qui sont en rapport très direct avec ces ouvrages. On en parlera plus tard, mais dans l'immédiat, je leur passe la parole, et d'abord à Jean-Pierre qui va nous présenter Rambert Nicolas. Très bien. Alors effectivement, on est là ce soir pour 2 livres, comme c'est présenté sur l'affiche d'ailleurs de l'événement. On les montrera à l'écran. Donc l'inédit de Kojève, le premier volume, puisqu'il y en aura 2, donc 500 pages et encore 500 pages, ça fera quelques 1000 pages. Sophia, donc un tapuscrit qui date de 1940-1941, qui est censé avoir été porté par lui-même, par sa femme, enfin à l'ambassade du RSS, c'était écrit en russe, donc pour être porté à la connaissance des autorités soviétiques. Et alors après, l'objectif, on peut faire des hypothèses. Et le deuxième livre, c'est La conscience de Staline. Conscience de Staline, c'est une expression de Kojève lui-même, il se veut la conscience de Staline, qui est un commentaire et une mise en perspective par rapport à la philosophie russe, Soloviev, etc., des 2 volumes, du coup. Il est question des 2 volumes. Donc voilà pour l'origine. Alors, il y a eu une réception assez contrastée, il y a eu quelque chose d'assez lamentable dans le monde, mais c'est ce à quoi nous faisions allusion voilà, à l'instant. Où ils ont confondu philosophie et rubrique internationale, donc en fait on vous reprochait de ne pas avoir, je sais pas, cité l'Ukraine, Zelensky. Et donc voilà un peu la daube habituelle du monde, de l'immonde comme nous l'appelons ici. Et j'espère qu'ils regarderont la vidéo. J'ai oublié le nom du tâcheron là, du baveux qui a écrit cette connerie, mais je le mettrai à l'écran. Comme ça, il sera. Il pourra nous attaquer en justice. Donc il y a eu une critique correcte dans Libération. Très surprenant. Robert Maggiori, mais il retraçait la carrière de Kojève, synthétique, c'était assez exact. Et puis, il disait quand même 2 mots du livre. Il disait en quoi il consistait, et il le traitait, enfin, il le qualifiait d'opus magnum. Bon, donc il donnait envie au lecteur d'aller voir ce qui modifiait l'approche de Kojève, vu le terme. Donc voilà pour la réception. Et donc je passe peut-être la parole pour que... voilà, maintenant... je vous remercie vivement pour l'invitation, pour m'avoir défendu aussi face au monde qui effectivement m'accusait de ne pas parler de l'Ukraine, mais c'est vrai que c'était pas mon sujet, puisque mon sujet c'est la philosophie religieuse russe et soviétique des années 30, donc de l'âge d'argent, disons 1880 jusqu'aux années 30. Et pourquoi cette période en particulier? Parce que c'est un moment d'effervescence culturelle en Russie, pas seulement politique, mais aussi philosophique, artistique. On pense évidemment aux peintres Chagall, Kandinsky, etc. Mais en littérature, etc., etc. Et aussi, de façon moins connue, en philosophie. Et en m'intéressant à cette philosophie, je me suis intéressé aussi à la philosophie soviétique et à un personnage en particulier, à celui de Kojève, puisque Kojève a écrit un grand texte donc, que j'ai découvert dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, même si ça avait déjà été fait, le travail avait déjà été plus ou moins fait, c'est-à-dire on trouvait dans certains livres mention de ce document. Il n'avait jamais été
transcrit en fait, puisque c'est un manuscrit, et il s'appelait Sophia, et Sophia c'est un des thèmes majeurs de cette philosophie religieuse russe qui va devenir ensuite, qui est une étape pré-révolutionnaire ou religieuse, ou des sources religieuses de la révolution russe, donc aussi des sources plus ou moins cachées, et cachées aussi par les bolcheviks qui qui se sont servis des attentes messianiques de ces penseurs-là, mais qui aussi les ont envoyés au goulag, ou tués, ou expulsés. C'est très fameux, c'est le fameux bateau des philosophes qui expulse toute l'intelligentsia russe qui ne sait pas, qui n'est pas assez bolchevique pour les bolcheviks. Bon, Kojève, lui, Kojève, curieusement plutôt, prend le parti des bolcheviks alors qu'il a été condamné à mort par le régime, et qu'il est quand même entièrement issu de cette culture philosophique et religieuse de cette Russie pré-révolutionnaire. Mais Kojève appartient à cette génération des années 30, donc il est né en 1902, il a 28 ans dans les années 30, et il fait partie de cette génération de Russes et de Soviétiques qui ont cru au régime, qui ont aspiré à transformer le monde, qui ont pris les choses et le temps en main sans avoir peur des sacrifices, et qui connaissaient le lourd prix sacrificiel que ça devait impliquer. Donc là, je réponds aussi à une des critiques qu'on peut faire par rapport aux intellectuels engagés. Ils ne savaient pas l'horreur du communisme, ils ne savaient pas je sais pas quoi, etc. En fait, non, Kojève savait très bien le sacrifice que ça demandait. Il a été condamné à mort. Une partie de ses... Le communisme était tout sauf une horreur. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Mais qu'on se comprenne, c'est la critique qu'on adresse régulièrement, et Kojève, lui, ne peut pas être déclaré comme un intellectuel aveugle ou qui ne connaît pas Staline, puisqu'au contraire sa mère est restée en URSS. Une partie de ses amis quand même ont été déportés, sont morts au goulag, mais il a continué à être, notamment Karsavine, mais il a continué à justifier, à légitimer et à expliquer ce qu'étaient les aspirations donc, de l'URSS. Et Sophia, on peut dire que c'est ça, à savoir une sorte de... On pourrait le prendre comme un témoignage archéologique de l'URSS, mais donc une sorte de somme inachevée et qui représente aussi les aspirations de l'Union soviétique. Pourtant actuellement, et c'est ce qui m'intéresse, ce vestige pourrait bien être perçu comme un cri testamentaire du vaincu, donc l'URSS, son idée, son idéal, son idéologie, et également sa lecture philosophique de l'histoire universelle. Donc cette histoire, comprise et rédigée, non pas exactement par les soviétiques, mais par un Kojève qui souhaitait, je cite Kojève, appartenir à cette force historique consciente d'elle-même. C'est aussi le titre de mon ouvrage, La conscience de Staline. Il veut conscientiser les aspirations et les pratiques du régime pour le rendre plus efficace et pour le présenter aussi au monde. Donc, est-ce que vraiment cette histoire... donc comprise et rédigée par les soviétiques, est-elle vraiment révolue? La page est-elle définitivement tournée? Est-ce que le livre de l'humanité, parce que c'était comme ça aussi que Kojève comprenait les choses, est-il refermé? Bon, c'est ce qui nous reste à voir, et à mon avis, non. Et je pense qu'il faut être attentif, en tout cas prêter l'oreille à cette narration philosophique du point de vue russo-soviétique, et non pas du point de vue des vainqueurs de la guerre froide, disons, et de lire cette épopée humaine, philosophique, autrefois pleine de promesses. Donc je vais essayer, en fait, je fais quelque chose d'un peu étrange, puisque je vais parler du livre, et de mon livre vraiment de façon très brève, mais je voudrais,
c'est aussi une des critiques contre l'URSS ou contre Kojève, des libéraux, de dire voilà, c'est fini, c'est terminé, cette histoire, c'est une page à refermer, on n'en parlera plus, ça n'a pas d'actualité. C'était une question qui m'avait été posée d'ailleurs, en quoi Kojève est actuel. Et j'aimerais en fait aujourd'hui parler de ça, de cette actualité et de cette actualité politique, et m'inscrire dans la théorie politique de Kojève, quelque chose qu'on connaît moins, qu'on connaît peu. Donc, bon, vous connaissez cette triste histoire. Ici, vous êtes au bon endroit. Oui, pour ça. voilà, c'est ce qui m'a semblé. Donc, je vais parler de philo-politique. C'est destiné à un public très large qui est totalement ignorant, abruti notamment par les générations de Chroniques du Monde et de quelques autres. Donc, à vous. Donc, je parlerai de ça, donc moins de son anthropologie philosophique qui est donc, et de cette lecture de l'histoire universelle qu'on trouve dans Sophia 1 et dans Sophia 2, mais je prendrai les choses sous un autre angle pour éclairer ces deux livres, et le mien aussi, mais brièvement, à savoir son angle politique, sa théorie politique. Pour essayer de montrer si oui ou non, ça sera à vous d'en juger, ça a une actualité. Donc le 26 décembre 1991, l'Union soviétique est dissoute. Les États-Unis sortent grands vainqueurs d'une confrontation Est-Ouest, communisme-capitalisme, empire contre démocratie libérale. On proclame alors la libération des nations ou l'autonomie des peuples. La notion d'État-nation, plus ou moins recouverte sous celle de régime démocratique, s'impose de nouveau comme une évidence, à mesure que l'URSS se disloque, et l'idée même d'empire associée à celle de dictature est universellement décriée. Pour certains, qui s'inspirent ou qui prétendent de façon assez perverse s'inspirer de Kojève comme Fukuyama, pour certains, c'est la fin de l'histoire. L'ordre des démocraties libérales, certes imparfait, de l'aveu même de ces turiféraires, paraît définitif, et la liberté triomphante, happy end si j'ose dire. Bien sûr, dans la mesure où la reconnaissance sociale et la reconnaissance des droits n'est pas acquise pour tous, dans la mesure où les inégalités socio-économiques se creusent et les classes subsistent, dans la mesure où les conflits de frontières reprennent entre nouvelles nations, dans la mesure enfin où l'humanité, dominée par le marché, demeure impuissante à se prendre en main et à s'unir pour prévenir résolument différents types d'apocalypses toujours possibles, guerre nucléaire ou catastrophe écologique, puisque j'ai vu Anne, voire abêtissement irrémédiable et généralisé de l'individu humain sous le flot d'intelligence artificielle non maîtrisée. Bref, tout ça fait que l'histoire, si elle est achevée, semble en tout cas s'achever sur une fausse note, voire une interminable et longue fausse note. Quand elle est entendue, et il semble qu'elle se fasse de plus en plus criante, cette fausse note politique, et ce serait vraiment mon travail d'aujourd'hui d'essayer d'inscrire les choses en théorie politique, cette fausse note politique, les réformateurs démocrates ne se proposent pas de la supprimer ou de la dépasser dialectiquement dans l'harmonie parfaite du meilleur des régimes, mais, et ça c'est l'argument massu, argument de droite, attendu l'imperfection notoire et intrinsèque de ce qu'ils considèrent être la nature humaine, nature définitive et pécheresse et définitivement mauvaise, bref, attendu son imperfection, pour eux, il ne s'agit, cette fausse note, que de l'amender autant que possible s'ils sont optimistes ou s'ils sont réalistes, de la maintenir dans des proportions jugées acceptables. À vrai dire, si on se place du côté de Kojève, il s'agit moins de politique que d'une sage administration des choses, des techniques, des croyances et des hommes, conçus comme une correction asymptotique pour les plus optimistes, donc, ou comme une entrave momentanée pour les déclinistes. Dans les deux cas, toutefois, la démocratie apparaît comme une tentative toujours recommencée d'équilibrer des forces antagonistes sur fond de tolérance, du moins tant que les opinions ont le bon goût de rester à leur place. Et l'on est finalement en droit de se demander, va-t-on rester longtemps dans ce seul horizon politique du statu quo, qui par inertie se révèle toujours plus inique à mesure qu'il se détraque? Ne peut-on pas espérer, disons, rien de mieux que de contenir le temps, lequel n'est sous cet angle, et c'est aussi une lecture politique de droite, lequel n'est sous cet angle rien d'autre qu'une longue pente vers le déclin, le chaos ou le pire. Va-t-on,
pour toujours craindre, et là c'est plutôt la perspective très libérale démocrate, de réveiller la puissance politique et la violence qu'elle entraîne. Peut-être est-on arrivé au moment où ce statu quo se transforme en crise, un moment où la démocratie libérale de l'État-nation ne paraît pas tant être la fin de l'histoire que son barrage momentané, une sorte d'administration lancée comme une entrave réglementaro-juridique de moins en moins efficace contre les dites tyrannies externes et de plus en plus lâche d'ailleurs devant les forces ou ces forces internes particulières, les grands du royaume ou grands capitalistes, dont certains souhaitent en outre se transformer en acteurs politiques, changeant ainsi leur force en pouvoir. L'exemple de ça, certainement, ça serait Bolloré, changer sa force en pouvoir politique et devenir vraiment un acteur politique. En tout cas, si c'est le cas, le livre de Kojève, cette donc justification d'un empire effondré aux prétentions universelles, risque d'apporter un nouvel éclairage sur la situation présente et pour nos propres débats politiques internes. Car s'il s'agit de justifier l'URSS, c'est vrai, il s'agit aussi, et peut-être surtout de nos jours, ou pour nous, de justifier et de conscientiser plus nettement l'aspiration ou l'idéologie d'un État autoritaire qui souhaitait faire de la politique, au sens le plus large et le plus fort du terme, à un moment à la fois de crise de la démocratie et de triomphe du fascisme-nazisme. Par conséquent, donc, pour éclairer le livre de Kojève, sans le répéter ni le résumer, je crois qu'il faut donc s'inscrire dans cette perspective politique. Et un texte encore inédit, intitulé « Les néoformations », donc les néoformations du XXe siècle, c'est-à-dire l'émergence pour Kojève de ces formations politiques que sont le soviétisme, le fascisme et le nazisme, est là, donc, ce texte pour nous permettre de comprendre la doctrine de Kojève lorsqu'il est question de pouvoir et d'État et de politique. Donc dans ce document de près de 400 pages adressé à un ministre de Vichy, Henri Moisset, rédigé peu après Sofia, Kojève pose une question qui n'est pas sans rappeler notre époque. Il demande « Qu'a-t-on au juste en vue lorsqu'on oppose les États autoritaires ou totalitaires, quels qu'ils soient, sous-entendu fascisme, soviétisme, nazisme, aux démocraties, entre guillemets ?» Et il répondait « Du côté démocratique, on reproche généralement aux États autoritaires d'être des dictatures personnelles. Les partisans de ces États se défendent, soit en niant le fait, soit, s'ils sont plus sincères et honnêtes, en l'admettant, mais en affirmant que le régime personnel en question n'a rien à voir avec ce que l'on appelle couramment une dictature, c'est-à-dire un régime fondé sur l'oppression et la violence, et non pas sur la reconnaissance consciente et libre du pouvoir, sur la force et non sur l'autorité. Ils affirment au contraire que seul leur régime est librement accepté par les citoyens, tout au moins par l'immense majorité des citoyens. Tandis que le régime démocratique, entre guillemets, n'est qu'une dictature camouflée, fondée en fait, sinon sur la violence ouverte, du moins sur la tromperie et l'oppression, c'est-à-dire en fin de compte sur la force économique et non sur l'autorité reconnue librement et en pleine connaissance de cause. D'autre part, ils reprochent aux démocraties leur caractère féodal. Ne disposant pas d'une autorité politique véritable, ces États s'appuient en fait non pas tant sur l'ensemble des citoyens, mais sur un groupe formé autour d'intérêts privés économiques. Ainsi, si les démocraties ne sont plus des dictatures personnelles, elles sont néanmoins bel et bien des dictatures, à savoir des dictatures de classe, plutocratie, capitalisme, et on pourrait ajouter maintenant, à partir même du texte de Kojève, techno-féodalisme. À en croire donc Kojève, et je reprends la parole, l'État dit démocratique ne serait donc qu'un trompe-l'œil destiné à maintenir un équilibre précaire d'intérêts divergents, où, somme toute, les plus riches continueront d'occuper par manipulation, et d'abord manipulation médiatique, on salue nos amis du Monde, les premières places. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, c'est peut-être pas les pires en plus. Toutefois, aux yeux donc du penseur d'origine russe, dans un tel système, et ça c'est important de comprendre et c'est vraiment paradoxal et peut-être qu'on s'y attendrait pas, dans un tel donc système de la démocratie libérale, ces premières places sont aussi, du point de vue politique, des places d'impuissants. Car telle serait la fonction de la démocratie selon lui, paralyser le politique.
En démocratie, il ne s'agit pas en effet de faire l'histoire, de proposer un idéal, de conscientiser une force en la transformant en pouvoir, d'avoir une aspiration neuve ou même de réaliser sérieusement une aspiration ancienne, mais seulement de conserver les places et les classes déjà existantes, de maintenir en circulation des rôles depuis longtemps usés, mais néanmoins, bénéfiques pour ceux qui veulent les occuper. En tout cas effectif. Et effectif. Mais de ce point de vue, il n'est pas étonnant, d'après Kojève, que les démocraties libérales soient sorties de l'histoire, puisque leur principe même est de ne pas y rentrer. Avec la démocratie, on espère l'histoire close sur ce nœud juridique de forces antagonistes, sur cette alternance du pouvoir, sur cette fin du politique trop heureuse en réalité de faire du surplace. Que faire quand on est un penseur démocrate ? Pas grand-chose en vérité, si ce n'est déplorer l'imperfection humaine, justifier l'équilibre de ce qui est, imaginer des conditions parfaites ou utopiques de débat et de délibération juridique, tout en s'effrayant du fond chaotique qu'on pourrait réveiller en aspirant à mieux ou même en dénonçant je cite Kojève, la tromperie ou l'oppression des dites délibérations publiques dans la plutocratie. C'est un genre de fin d'histoire comme une fin de non-recevoir. Kojève appelle ça féodalisme, car il y a effectivement quelque chose d'ancien régime dans cette pratique du pouvoir, entre guillemets. Le monarque n'est de ce point de vue qu'un équilibriste entre grands du royaume, quel qu'il soit et quel qu'il représente. Si l'un monte trop haut, il faudra l'affaiblir en jouant par la réglementation une autre puissance. Et quant à la politique extérieure, le seul espoir réside non pas dans une quelconque victoire et encore moins dans l'Empire universel, mais dans la mécanique des forces nationales, selon l'adage « la force arrête la force », dont je crois l'Angleterre a été dans cet morcellement des nations les unes contre les autres pour avoir un statu quo en Europe, a été un des grands, l'incarnation de cette politique. On maintient ainsi coûte que coûte une stabilité qui s'apparente surtout à une perpétuelle stagnation où aucune puissante émergence porteuse de nouvelles espérances ne doit surgir sous peine de déstabiliser le système et de provoquer par la même violence et éventuellement guerre civile ou à une autre échelle guerre tout court. Néanmoins, compte tenu de l'inertie des forces poussant en direction d'une injustice sociale de plus en plus insoutenable, compte tenu de l'oubli du peuple parmi les forces qui finissent par compter, compte tenu également de cette métamorphose toujours possible d'une force interne qui veut devenir pouvoir, il arrive un temps où la démocratie libérale est, et se sait, sérieusement menacée, en ce qu'elle est décriée dans son principe même d'équilibrer les classes et dans sa façon trompeuse, car viciée par la force économique de le faire. Ou pour répéter Kojève, je cite Kojève, il ne s'agit pas de supprimer les classes, mais uniquement de leur permettre de coexister indéfiniment, c'est-à-dire pacifiquement, sans rupture marquée d'équilibre. Or, c'est précisément là le but que se posent les États non totalitaires, en particulier les démocraties capitalistes tant décriées. Fin de la citation. Quand ce but n'est plus rempli, ou lorsqu'il paraît par trop inique... Pardonnez-moi, il a écrit ça... En 42. En 42. Quand ce but n'est plus rempli, ou lorsqu'il paraît par trop inique, en dépit de tous les camouflages, c'est le mot de Kojève, alors refait surface le vieux rêve de prendre le temps en main et de faire de nouveau avancer l'histoire universelle, comme refait surface l'idée d'État autoritaire, voire d'empire, qui ne se contenterait pas, lui, d'un équilibre des forces, mais qui aurait en vue sa suppression dans l'union afin de réaliser un idéal définitif d'avenir, en un mot, une idéologie. Je cite Kojève, toujours dans ce même texte, donc de 42, « L'État autoritaire se solidarise avec une idéologie universelle et s'emploie à la réaliser. Au contraire, la démocratie se désintéresse en principe des questions idéologiques. L'État démocratique n'est pas là pour éduquer ses citoyens, pour mener la nation vers un but idéal. Sa fonction consiste au maintien du statu quo. Et ce statu quo est censé être tel que n'importe quelle idéologie puisse y être admise par les citoyens. Certes, s'il venait à l'idée de ces citoyens de réaliser l'une des idéologies possibles, ceci pourrait aboutir à un conflit avec l'État démocratique. » Donc que ce statu quo, tant interne
qu'externe ne soit plus tenable, que des acteurs se politisant s'emparent sérieusement d'idéologie et qu'ils subissent dès lors la censure de l'État démocratique, n'ayant, d'après Kojève, quant à lui, d'autres idéologies que de maintenir le temps dans cet éternel présent de la stagnation ou de l'ordre établi, c'était ce qui apparaissait évident au Kojève des années 30-40. Je cite Kojève, « L'expression « État démocratique » est une sorte de cercle carré. L'État qui se solidarise avec l'idéologie démocratique n'est pas un État au sens propre et fort du terme. C'est une administration, une police, une organisation purement technique qui a pour but d'assurer aux citoyens la possibilité de mener sans encombre une existence privée, c'est-à-dire non politique. C'est ce qui explique la tolérance et la liberté qui caractérisent les démocraties, il met entre guillemets la liberté, qui caractérisent les démocraties et les distinguent des États autoritaires par définition intolérants. Une idéologie politique prise au sérieux exclut les idéologies incompatibles, et l'État qui se solidarise avec l'une d'elles doit supprimer toutes les autres dans la mesure du possible. Mais quand l'État n'est pas un véritable État, quand il n'a pas à sa base une idée vraiment politique, il peut fort bien se désintéresser de toutes les idéologies et les tolérer toutes. Mais sa tolérance ne peut s'étendre qu'aux idéologies qui n'impliquent pas comme but la politisation de la société, c'est-à-dire la création d'un véritable État à base d'idéologie politique. C'est pourquoi les démocraties n'ont toléré le communisme et le fascisme que dans la mesure où ils étaient inopérants. Au moment où il a été question d'appliquer ces idéologies respectives à l'État lui-même, le principe démocratique de tolérance a été abrogé. Fin de la citation. Paradoxalement, d'après Kojève, et c'est vraiment le Kojève provocateur qu'on connaît, c'est en censurant que la démocratie pourrait à la rigueur apparaître comme un État proprement dit. Pourquoi ? Parce qu'alors elle s'empare consciemment du temps en reconnaissant que sa fin est le présent, qu'importe que celui-ci apparaisse à certains comme un marais et à d'autres d'une iniquité insupportable. Kojève, vous l'aurez compris, n'est donc pas, en tout cas à ce moment-là de sa carrière, ce que l'on peut appeler un démocrate. Aussi, Sophia est-elle une justification du pouvoir, la conscientisation d'un idéal politique, autrement dit une idéologie. Mais pas de n'importe quelle politique, et dès lors ce n'est pas n'importe quelle idéologie. Car, je le dis avec Kojève, donc dans Sophia, le tome 1, Sophia est écrite dans une société socialiste, en URSS. Et elle en est, en quelque sorte, l'idéologie. Or, cette société a pour adversaire principal non pas tant la démocratie que le fascisme-nazisme. En d'autres termes, et ça c'est aussi assez neuf et assez brutal, après ou derrière la démocratie libérale, c'est la politique d'ultra-droite, la politique fasciste nazie qui est visée, de sorte que les démocrates ne sont pas les véritables opposants de Kojève ou de Sophia. Ils ne sont pour ainsi dire qu'une entrave temporaire, un temps d'accalmie volontaire et volontairement incapacitant avant le vrai combat politique, fascisme contre communisme, ou dans les termes actuels du débat, ultra-droite contre extrême-gauche. Quant aux démocrates, Kojève juste qu'ils seront vite oubliés, ainsi qu'il le rappelle au début de Sophia. Je cite ce passage de Kojève. « Les sociodémocrates vont bien vite quitter la scène historique pour, on va l'espérer, ne jamais y revenir. On peut même conclure qu'ils sont déjà morts. Les anciens Romains considéraient qu'il fallait bien parler des défunts ou alors ne rien en dire du tout. Pour notre part, puisqu'on ne saurait rien dire de bon des sociodémocrates, il est préférable que l'on cesse d'en parler tout à fait. » Donc ça, c'est le tome 1 de Sophia. À vrai dire, tel qu'il le comprend, c'est-à-dire comme un équilibre plus ou moins tolérant et surtout plus ou moins inique et trompeur de force, elle-même se répartissant et se conscientisant en classe, la démocratie libérale n'est en définitive, ou prise de façon dynamique, que l'antichambre du fascisme, ou plus exactement l'amont d'un fleuve qui y conduit comme irrémédiablement. La démocratie libérale, son débouché naturel, selon Kojève, c'est le fascisme et à terme le nazisme. D'accord, très bien. Et de ce point de vue soviétique, les fascistes, donc je répète, n'est pas l'opposé de la démocratie libérale, mais son avant-garde ou son futur. Ce paradoxe, s'il en est, son destin. Ce paradoxe, si c'est un paradoxe, c'est simple à saisir. Tandis que le communisme veut l'abolition des classes, le fascisme
Et pour Kojève, c'est important parce que ça, c'est un peu délicat, mais Kojève, il écrit à un ministre fasciste de Vichy. Et lui-même a participé à la rédaction de la constitution de Vichy. Et en fait, pour lui, le nazisme n'a pas d'avenir. Par contre, le fascisme a un avenir politique. Et pour lui, bon, il l'expliquera mieux que moi, mais le fait même que le fascisme soit entraîné par le nazisme est la chance du communisme, parce que le nazisme n'ayant pas d'avenir, étant destiné, est une aberration et un système anachronique, un État-peuple, etc. Ça ne peut pas fonctionner. En revanche, dit-il, le fascisme, lui, s'il arrive à se désolidariser, à sortir du nazisme, peut avoir un avenir dangereux, et ça serait la chance du communisme, justement, d'associer fascisme et nazisme ensemble pour définitivement les reléguer. Mais et c'est important à saisir, parce qu'en fait, fascisme n'est pas nécessairement nazisme. En tout cas, tel que lui le comprend, le fascisme se pense comme une justification par la biologie ou l'ethnie de la place que l'on occupe dans la hiérarchie sociale. La solution fasciste est alors de privilégier la classe paysanne qui, rattachée à la terre, est censée incarner de façon plus pure et majoritaire l'essence de la nation. Je cite Kojève: « Il s'agit donc, dans le fascisme-nazisme, de conserver à tout prix une classe de propriétaires fonciers liés et fixés dans leur existence tout entière à cette propriété même, c'est-à-dire à un sol bien déterminé, inchangeable et immuable. L'État communiste, par contre, se pose comme but la suppression de la paysannerie en tant que classe. Il s'agit de déraciner tous les citoyens, de les placer dans un état de mobilité absolue, de les rattacher et de les fixer non pas par le bas au sol, mais par le haut, à l'entité idéale de l'État en tant que tel. Pour l'État fasciste, le citoyen est citoyen parce qu'il est lié au sol, qui est le territoire de l'État. Pour l'État communiste, par contre, le territoire n'est rien que parce qu'il est habité par ses citoyens, qui ne sont en rapport avec tel ou tel sol que parce qu'ils sont citoyens, auxquels l'État a assigné une fonction agricole. Bref, l'État communiste veut prolétariser tous ses citoyens, en faire des fonctionnaires de l'État, même si leur fonction est agraire, c'est-à-dire même si elle les lie par la force des choses à un sol déterminé. » Fin de la citation. Alors, en laissant de côté la politique de l'État communiste de déraciner les paysans, et là on est aussi dans des débats du temps de Kojève et la politique de Staline, on constate que si la démocratie libérale peine à justifier l'existence des classes, qu'elle maintient cependant au détriment de la majorité, des petites gens, le fascisme, lui, transforme ce problème social en justification raciale, en attribuant cependant le sommet de la pyramide, comme principe de son gouvernement, à la classe paysanne, aux petites gens, ou encore à la majorité qui ne souhaite plus être politiquement silencieuse. Bref, aux authentiques citoyens selon leurs termes. Contrairement aux démocraties libérales qui maintiennent les classes sans les justifier, ces dernières, dans le fascisme, sont ici maintenues et justifiées, mais cette justification prétend à une nouvelle répartition. Quoi qu'il en soit, on peut dire avec Kojève, je cite Kojève, « C'est ce qui explique qu'une démocratie de droite qui reconnaît plus ou moins ouvertement l'existence politique des classes opte toujours pour le fascisme lorsqu'elle est réellement placée devant l'alternative fascisme ou communisme, même si par ailleurs elle les dit et les croit également haïssables. » Fin de la citation. Dans un tel projet, la classe devient une race, ce sont les étrangers et les élites mondialisées, donc étrangères qui déstabilisent le pays, le déséquilibre, fomentent les troubles et deviennent responsables donc de tous les maux. Ces gens, dit-on, ne partagent pas nos valeurs, sont intrinsèquement inassimilables, n'aiment pas le pays. Cela devient, et chez Kojève déjà, et c'est assez fort, une opposition ville-campagne, le citadin est déraciné, l'ouvrier corrompu, ou dans les termes actuels du débat, le jeune urbain est corrompu au point d'être wokiste, de plus respecter les frontières biologiques du genre. À terme, dans cet état fasciste, cela implique d'imposer la dictature de la paysannerie, c'est-à-dire un retour au bon sens, au peuple et à la terre, à la majorité des petites gens. Mais comme tout le monde ne peut pas être paysan, ni ethniquement pur, cela demande un nouveau équilibre,
hiérarchisées entre classes. Je cite Kojève, « Les États dits fascistes affirment que les classes n'ont chez eux aucune réalité politique. Mais il est facile de voir qu'il s'agit là d'un thème de propagande socialisante ou anticapitaliste, voire anti-démocrato-plutocratique, qui ne correspond nullement à la réalité. En effet, lorsqu'un État croit et dit que l'existence de la classe paysanne est indispensable à son existence en tant qu'État, en fait, parfois j'ai l'impression d'entendre là le discours de Michel Onfray, les petites gens, les paysans, c'est ça... Ou de Pétain. C'est ça qui sont... Oui, non, mais c'est ça qui... Je suis d'accord avec vous, Onfray ou Pétain, sur ce... on a bien la filiation, la dynamique, comme on dit aujourd'hui. Mais avec une je crois, une vraie cécité, ou une cécité qui n'est pas volontaire, mais qui est vraiment une illusion sur soi-même, de penser que néanmoins, il y a un marqueur socialisant ou anticapitaliste. Et à vrai dire, c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire, oui, on va remettre en avant pas le prolétaire, justement, la classe paysanne, le petit paysan, les gens du terroir qui ont encore du bon sens, etc. Donc, une insiste pour les gens qui vont écouter la vidéo, qui vont trouver que j'abuse, mais je rappelle aux jeunes générations qui n'ont pas le souvenir de ça, qu'un des slogans majeurs de Pétain, c'était « La terre ne ment pas ». Ouais. Quoi, le rapport avec, y compris Onfray et beaucoup d'autres, et me semble légitime. D'où l'actualité d'un texte de Kojève. Oui, non, mais ça, parce que je pense que les gens, le peu déjà que vous avez raconté, enfin expliqué, leur donne une idée de cette actualité troublante à la lueur des événements actuels. Je reprends la citation de Kojève. Lorsqu'un État croit et dit que l'existence de la classe paysanne est indispensable à son existence en tant qu'État, s'il veut conserver cette classe à tout prix, c'est qu'elle a à ses yeux, et par conséquent en fait, une valeur et une réalité nettement politique. Alors de deux choses l'une, ou bien l'État n'attribue une valeur et une réalité politique qu'à la seule classe paysanne, et alors c'est un gouvernement de classe au sens fort du terme, une dictature de la paysannerie, analogue à la dictature du prolétariat des débuts de l'URSS, ou bien on reconnaît politiquement aussi la classe non paysanne avec toutes ses subdivisions, et l'État a alors pour but d'établir un équilibre des choses. Et Kojève peut conclure un peu plus loin, du moment qu'il s'agit non pas de supprimer les classes, mais d'assurer leur équilibre, ces États dits fascistes sont infiniment plus proches des démocraties que de l'URSS. En fait, on retombe dans le principe d'équilibrer des forces et non pas de vouloir abolir les classes. Bien sûr, Sophia et les deux textes, le premier tome et puis le second qui paraîtra, je ne sais pas, en mars-avril, je pense. Sophia ne traite pas exactement de cela. Ce que je viens d'exposer donc avec ce texte inédit, ces néoformations, sert plutôt d'arrière-plan et doit être vu comme la condition historique implicite qui nous permet de mieux comprendre le théâtre de la rédaction de Sophia et d'en saisir ou d'en apprécier l'actualité. Car Sophia ne se situe pas tant sur le terrain politique, de la théorie politique, que sur un terrain plus fondamental de l'anthropologie philosophique. Kojève y livre, en particulier d'ailleurs dans le second tome, parce que le premier tome c'est plutôt une longue mise en place méthodologique, une métaphysique de l'homme. Dans le second tome, Kojève veut faire une métaphysique de l'homme. Et une remarque incidente des néoformations, donc du texte sur lequel je m'étais appuyé, permet de rendre compte du projet de Sophia. Il est facile de voir, écrit Kojève, que cette différence entre fascisme-nazisme d'un côté et soviétisme de l'autre découle d'une différence dans les conceptions métaphysiques de l'homme. C'est une différence entre deux anthropologies philosophiques. Ici, dans le cadre des États dits fascistes, l'homme est une plante qui s'épanouit. Là, en URSS, l'homme est un ange déchu qui reste un étranger sur Terre. Mais je ne peux pas insister en ce lieu sur cette question. Fin de la citation. Le lieu où il insiste sur cette question, où il élabore cette métaphysique soviétique de l'homme, est donc bel et bien Sophia, les deux tomes à paraître.
Dans le premier, donc, il est essentiellement effectivement question de méthodologie, où il explique ce qu'il entend par philosophie et par phénoménologie. Et dans le deuxième tome, il élabore les fondements anhistoriques qui rendent possible et expliquent selon lui l'histoire et son sujet, à savoir l'humanité. Avec ce texte, donc Sophia, on est en dehors du temps, avant l'histoire, ou plutôt dans l'élaboration donc d'une anthropologie censée expliquer et conditionner l'histoire. C'est pourquoi le deuxième tome s'appellera très probablement Métaphysique de l'humanité. Autrement dit, nous avons donc affaire dans Sophia à une proposition d'anthropologie philosophique rendant compte des différentes apparitions ou figures d'une seule et même humanité sur la scène de sa propre histoire, jusqu'à s'unir et devenir entièrement sage et entièrement omnipotente, bref, de devenir une divinité, quand l'humanité assemblée sera devenue à elle-même sa propre divinité. En un autre sens, donc, il s'agit aussi d'un défi adressé à une anthropologie fascisante, à charge à ses adversaires de proposer une autre explication des ressorts de l'histoire, ressorts qui doivent embrasser et désarmer sa propre hypothèse anthropologique mieux que lui-même ne le fait avec ses propres concurrents, puisqu'il explique et il donne une genèse aussi de l'anthropologie du maître, ou anthropologie fascisante, ou de l'anthropologie de l'esclave, etc. Comment donc qualifier cette proposition anthropologique ? Brièvement, Kojève, on l'a dit, parle d'ange déchu. Et cette expression, et ça me fait parler et conclure sur mon livre, La conscience de Staline, cette expression, il me semble, d'ange déchu, on peut retrouver une allusion très nette à la culture russe, au démon de Lermontov, puisque l'ange déchu, c'est d'abord le démon de Lermontov, toujours étranger sur la terre d'un autre, à savoir celle de Dieu, qu'il cite d'ailleurs dans le premier tome de Sophia, ou même encore les démons de Dostoïevski. Et de la même façon, lorsqu'il dit « il faut faire une métaphysique de l'humanité », il fait référence, je crois, à sa propre compréhension du père de la philosophie religieuse russe, à savoir Soloviev, puisqu'il dit de Soloviev, et je crois que c'est vraiment la première fois que cette expression métaphysique de l'humanité apparaît, sa métaphysique, donc celle de Soloviev, sur lequel il a fait sa thèse, Kojève, était avant tout une métaphysique de l'humanité, et c'est l'importance énorme attribuée à l'homme qui en formait le trait personnel. Car voilà, s'il y a une autre chose qui appartient à Kojève, et qui le situe, vous l'aurez compris, à gauche de l'échiquier politique, c'est de penser que l'humanité ne doit pas attendre de Dieu la providence, ne doit pas être mineure et vouloir qu'un autre prenne les choses en main et prenne le temps en main, mais c'est de s'emparer elle-même du temps et de devenir à elle-même son propre maître. Je vous remercie. Oui, merci. Bravo. Je vais laisser la parole, mais il y a une autre brève présentation qu'il faudrait peut-être faire, qui va légitimer aussi d'autres choses dont on parlera peut-être tout à l'heure, et d'autres livres. C'est La conscience de Staline. Oui. Est-ce que, brièvement, légitimer cette médiation, et je ne sais pas si vous l'avez fait, parce que je n'étais pas présent toujours au début, je couperai cette intervention. La carrière d'où vient Kojève, vous avez expliqué ça? Ce serait peut-être utile, surtout pour, parce qu'il est comme c'est devenu un grand inconnu aujourd'hui. Pour notre génération, on a une vision de Kojève que je vais laisser de côté, mais ce serait bien de dire qui c'était, qu'est-ce qu'il a fait, à quelle époque il a vécu, quelles ont été, y compris ses interventions publiques, que ce soit principalement dans le cadre intellectuel français. D'accord. Kojève, d'abord, c'est quelqu'un qui est connu uniquement, et c'est assez fantastique quand on y pense bien, par son introduction à la lecture de Hegel, qui est comme ça qu'on connaissait jusqu'ici. Bien sûr, et c'est une série de notes prises par Queneau, car Kojève s'est quand même désintéressé plus ou moins de la publication. Je précise, je vous prends tout de suite la parole. Il y a eu deux, pour nous, les hegeliano-marxistes, mais les hegeliens en général, l'histoire de Hegel en France, sa réception par la France, c'est marqué par deux personnages, Hippolyte et Kojève.
Kojève le communiste, Hippolyte qu'il était beaucoup moins. Oui. Et Kojève, en fait, comme ça me permet de faire le lien avec la conscience de Staline. Kojève, il n'est pas comment dire, c'est un génie, c'est un grand philosophe, et ça diminue en rien la qualité et l'originalité de son travail, mais son interprétation de Hegel reste quand même tributaire d'une interprétation russe précédente, notamment des philosophes religieux russes, et notamment cette préférence donnée à la phénoménologie de l'esprit, qui était aussi la préférence de Soloviev. Soloviev dit de Hegel, le grand texte de Hegel, les autres étant moins intéressants, c'est la phénoménologie de l'esprit. Et à partir de là, une grande partie des philosophes russes, puisque Soloviev fait autorité, vont s'intéresser surtout à ce texte, la phénoménologie de l'esprit, et Kojève appartient aussi à cette... Je confirme que du point de vue des hegéliens bontins qui se sont développés par la suite, y compris dans les milieux marxistes et communistes, il y avait beaucoup de reproches faits à Kojève, mérite d'avoir donc introduit, fait connaître finalement Hegel, mais d'avoir un petit peu biaisé, d'avoir un petit peu tordu le vrai Hegel. C'est ce qui fait qu'il a été finalement assez vite oublié, qu'il est resté avec une réputation de personnage donc historiquement important dans les études hegeliennes, mais pas fondamental. Voilà. Ça, c'est la façon dont il a été reçu, y compris par mais ça c'est vrai dans d'autres domaines. Par rapport à Hegel, à la limite, il était dans la même situation que Goldman par rapport à Pascal. C'est-à-dire que c'est des interprétations, entre guillemets, révérées mondialement, mais qui ne se disent même pas elles-mêmes fidèles au texte. Oui. Ils revendiquent le fait de construire quelque chose d'original à partir du texte lu, commenté. Et à partir d'une intuition qui est profondément russe, peut-être même religieuse, à savoir un anthropothéisme, une théosis, en fait, une déification de l'homme par lui-même sans passer par la providence. Le moment où l'homme est capable non plus d'attendre le Dieu homme, mais de se faire lui-même homme-dieu. Et ça, on le trouve dans une tradition russe, littéraire aussi, Dostoïevski en parle. Mais, alors la conscience de Staline. Bon, il y a un côté provocateur dans ce titre, indéniablement, mais c'est pas seulement provocateur, c'est-à-dire que conscience, il faut l'entendre au sens russe du terme. C'est soviest, c'est compliqué parce que c'est la conscience morale. Gewissen en allemand, mais pas tout à fait non plus. Soviest, c'est construit sur le verbe viedat, qui a donné viesti, viest, qui peut donner aussi poviest, qui est l'idée de récit. Et quand on a une soviest, en fait, c'est-à-dire une conscience, on a davantage qu'une conscience, on est riche d'un récit qui nous oblige, et d'une histoire qui nous oblige. La conscience morale, de ce point de vue-là, si on construit étymologiquement, c'est pas la conscience morale de Kant, par exemple, une raison universelle, détachée de conditions historiques. C'est au contraire l'inscription de soi-même dans une histoire que l'on doit respecter jusqu'à un certain point, que l'on doit entendre, que l'on doit écouter, dont on doit être les héritiers, avec sa part d'exécution, puisque tout héritier, quand il hérite de quelque chose, exécute, supprime et transforme l'héritage de ses pères. Donc dans le conscience de Staline, il y a cette idée que quand Kojève déclarait qu'il est la conscience de Staline, il disait plusieurs choses. D'abord qu'il appartient à l'univers russe, ensuite qu'il appartient à l'univers de l'URSS, et enfin son action philosophique est d'éclairer les aspirations d'une politique qui est menée par Staline, mais qui dépasse le cadre de Staline, en fait, qui appartient à une histoire russo-soviétique. Et Staline, fin de l'histoire. Kojève dit pas ça. Dans le Sofia, Kojève dit, en s'appuyant
sur Staline lui-même, c'est-à-dire sur le projet de la constitution de l'URSS de 1936, si ma mémoire est bonne, que nous en sommes au stade socialiste et pas encore communiste. Staline ne représente pas la fin de l'histoire, il représente l'avant-dernière étape qui est l'étape socialiste. Et encore, dirait Kojève, il minorerait ça, il faudrait que ça soit un Staline qui étende l'Empire aux dimensions de la Terre. Mais là, il parle d'Union mondiale des républiques. Voilà, l'UMRSS, l'Union mondiale des républiques socialistes et soviétiques. Ce moment où, en fait, l'Empire est devenu empire universel. Oui, alors, et également pour, peut-être pas les personnes présentes, mais ceux qui vont regarder la vidéo, il faut préciser que ces allusions, ces métaphores, ces rapprochements sont dans l'univers hegelien, et c'est à mettre en rapport avec la fin de l'histoire du point de vue hegelien, qui n'est pas du tout celle de Marx, bien sûr, mais tout ça, c'est dans le même jus, on va dire, et une incarnation de la fin de l'histoire, bien connue, puisque évoqué par Hegel lui-même, c'était Napoléon. Donc, d'où le rapprochement avec Staline. Si vous pouvez. Et d'ailleurs, vous faites allusion à son revirement de 48, où il dit, effectivement, j'avais dit que c'était Staline qui représentait la fin de l'histoire, et non pas, comme le disait Hegel, Napoléon en 1806. Mais je me suis trompé, c'est bien Napoléon. Et vous dites, mais bon, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Non, parce que le statut des textes de Kojève sont quand même très problématiques. Bon, d'abord, pour l'introduction à la lecture de Hegel, c'est des notes de cours. Pour Sophia, c'est un texte qui s'adresse directement au pouvoir politique, qui est dédié à Staline. D'ailleurs, il prend un risque assez considérable parce qu'il dévie quand même un peu du stalinisme sur un point important, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Lisez le livre. C'est dans le livre, tout ça. Mais il faut vraiment des bons yeux pour le voir parce qu'il essaye de se camoufler, il essaye de détacher Staline de Engels, enfin bon bref. Mais oui, il y a un passage sur la dialectique de la nature. Oui, il essaye de repenser une dialectique matérialiste qui ressemble très fortement à une dialectique spirituelle, en fait. Même si la spiritualité, chez lui, c'est le désir de désir et c'est un désir de reconnaissance. Et c'est ça, sa transformation par rapport à la philosophie religieuse spirituelle russe, qui pensait également une révolution, mais pour faire le royaume de Dieu et non pas pour faire le royaume de l'homme. Mais bon, pour le statut des textes de Kojève est compliqué. Même le texte, par exemple, dédié à Henri Moisset, c'est une commande donc de ce ministre de Vichy qui lui demande d'expliquer ce qu'est l'autorité en politique. À quel titre? En tant qu'universitaire je ne sais pas. En tant que spécialiste reconnu de Hegel. Pas en tant que communiste, évidemment. Non. Il le savait. Mais il le savait probablement. Ouais, ça m'apparaît étrange qu'il ne le sache pas, en fait. Surtout qu'il ne s'en est pas beaucoup caché. Ce qui, d'ailleurs, lui a posé des problèmes quand il s'agit d'avoir la nationalité française, qu'il finit par obtenir en 1937, mais c'était compliqué. Mais le texte est de 42. Le texte est de 42, mais les autorités doivent bien savoir que Oui, c'est pour ça que c'est... Mais Kojève est suffisamment... À l'époque, il est quoi? Il est prof de... Il est universitaire? Non, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Mais il connaît Moisset, quoi. Moisset le connaît. Je ne sais pas comment, ouais. Oui. C'est intéressant. Et il a demandé aussi un texte à Hippolyte. Sur la philosophie de Hegel. Donc, et la philosophie politique. C'est Hegel qui c'est les introducteurs de Hegel qui intéressent le Moisset en question. Voilà, et dans le cadre de la logique des principes de la philosophie du droit qui devra, j'en profite pour signaler, l'inconscient hegelien de Pétain. Avec le camarade Fischbach dans quelques semaines, ici même, justement sur ce thème-là. On pourra donc reparler de ça. Ça marche. Et ça, c'est très étrange. Et donc, et lui-même, à un moment, dans un texte, j'oublie toujours le titre,
Il le dit et il en parle dans un de ses articles publiés où il dit qu'il faut toujours lire les textes entre les lignes car ils ne disent jamais ce qu'ils disent véritablement. Et il dit ça dans... pardon ? Pierre Ball, le dictionnaire... Non. Bien après, dans un dialogue avec Strauss, l'art d'écrire... Julien ou l'art d'écrire, quelque chose comme ça, je me souviens plus le titre exact, et où il explique qu'en fait tout texte qui est véritablement important, c'est-à-dire qui se confronte en fait aux politiques et qui se confronte donc à l'éventualité d'une censure et qui veut faire histoire, est obligé de se dissimuler, de se cacher. À la manière des encyclopédistes voilà. Diderot. Exactement, c'est ça voilà. l'idée. Ouais. Oui, je veux dire, ça n'a pas de rapport avec ce qui va légitimer les inepties d'Althusser sur la lecture symptomale. Entendons-nous bien. Voilà. Oui, sur la construction là, du livre inachevé de Kojève. Donc là, en fait, le volume 1, c'est l'introduction à la phénoménologie. Oui. Le deuxième tome, ce sera la phénoménologie elle-même, si j'ai bien compris. Le deuxième tome, ça sera, à mon sens, une métaphysique de l'humanité dans laquelle il va poser ce qu'il appelle les fondements anhistoriques des différentes apparitions de l'existence de l'homme dans l'histoire. Le maître, l'esclave, le citoyen. Et il va faire une sorte de combination et il va le développer sous différents aspects. L'aspect idéologique à la fin, l'aspect identitaire ou typique au milieu et au début il va les poser comme figure philosophique en fait, tout en inventant, et ça c'est vraiment très fort et c'est remarquable, il invente un style philosophique qu'il dit être phénoménologique mais qui quand même n'est pas tout à fait ce qu'on entend par phénoménologie, en tout cas à l'heure actuelle, puisqu'il va faire parler des figures à la première personne dans des longs monologues qui prennent la parole et c'est intéressant parce qu'en prenant la parole, ils affirment leur identité. En affirmant leur identité, ils s'inscrivent dans une histoire qui n'est pas seulement un monologue, mais aussi une polyphonie de différentes voix, de différents discours, de différentes prises de parole. Et ça rappelle fortement ce que la philosophie plus tardive a pu construire, à savoir ce moment où pour reprendre la maîtrise de soi-même, il faut arrêter de répéter le discours du dominant sur soi, mais être capable de parler en son nom propre et pour soi-même. Et ça c'est très beau parce qu'on a des discours d'esclaves d'abord pris comme justification de leur place d'esclave, et ensuite peu à peu s'affranchissant de la tutelle du maître et prononçant des discours par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Même si ça reste insatisfaisant, leur idéologie reste des idéologies d'esclaves, reste insatisfaisante, mais c'est déjà un premier pas, en tout cas théorico-philosophique, pour prendre le pouvoir ou pour instaurer ou pour amorcer un début de révolution. Mais alors, s'il avait terminé son texte après, d'après ce qu'il dit, c'était, pour faire le parallèle avec Hegel, on passait au système, en quelque sorte. Oui. Il y avait cosmologie, ontologie, c'est tout, je crois. Et énergologie, ça a changé de nom, mais oui. Mais il l'a fait, en fait. Il l'a fait. C'est-à-dire que ça, et les textes de Kojève, c'est gigantesque et c'est très surprenant. Quand on pense qu'il a écrit 1000 pages en 6 mois. Oui. Non, mais, et ensuite, il a écrit le système du savoir, il a écrit donc les néoformations. Le système du savoir, c'est gigantesque aussi, ça fait plus de 2000 pages. Ça a été publié, ça ? Non, c'est pas publié encore. Et dans le système du savoir, c'est assez intéressant et c'est assez beau puisqu'il introduit une figure qui est complètement oubliée, quasiment oubliée dans Sophia et pas du tout présente dans l'introduction à la lecture de Hegel, à savoir la femme. Et la fin
la fin de l'humanité, c'est la femme qui parle en fait. C'est elle qui dit le dernier mot, puisque de toute façon, quand ça sera une femme issue d'un pays du Sud qui sera capable de dire le dernier mot de l'histoire, alors de toute façon, ça sera la fin, puisque tout le monde sera reconnu, même la dernière personne qui jusqu'à présent n'avait pas été reconnue. Ce qui donne... Tout aura été dit. Et la personne qui finit par tout dire à la fin, c'est la femme. L'esclave de l'esclave, en fait, dans sa position, si on le comprend jusqu'au bout. La femme de l'esclave dans un pays en plus du Sud. Et là, ça rejoint probablement, mais je connais moins cette partie-là de sa pratique politique et philosophique, mais un ami s'y est engagé, sa pratique politique, puisque dans l'Union européenne, il œuvre à faire en sorte qu'on reconnaisse les pays du Sud et qu'on leur donne le maximum de chances de se développer. Mais donc il a toute une théorie politique sur comment il faut développer au maximum les anciens pays colonisés. Mais là, je connais pas moi cette expérience. C'est sa pratique en tant que haut fonctionnaire. Donc c'est des notes. Oui, parce qu'on n'a pas dit qu'il était quoi il arrive en France, donc... Il arrive en France parce qu'il est condamné à mort par le régime bolchevique. Il arrive d'abord en Allemagne, il fait sa thèse en Allemagne sur Soloviev avec Jaspers. Ensuite, il arrive en France. Il est très ami avec Koyré en tant que russe. Ils se rendent compte que les Français... Ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais que le complexe d'infériorité des Russes concernant la philosophie est peut-être pas si fondé que ça, et notamment ils sont surpris de constater que les Français connaissent pas Hegel, donc ils font des leçons sur Hegel, alors qu'en Russie, Hegel est dès 1840, Hegel, c'est extrêmement important. C'est débattu. Il y a des... Y compris pour Lénine, comme chacun sait. Oui. Mais même, c'est vraiment Schelling, Hegel, et puis ensuite Marx, évidemment. Marx dit, je crois, que le Capital a eu plus de succès en Russie qu'en Allemagne. Ça, c'est aussi pour tordre le résultat, d'ailleurs. Oui, mais oui, parce qu'en fait, le système tsariste a laissé passer le Capital en disant bon, c'est un gros livre d'économie, finalement, ils peuvent le traduire. Et ça a commencé à être traduit par Bakounine, d'ailleurs. Puis ils se sont fâchés, je crois, c'est traduit par un autre, je me souviens plus de son nom. Et ça a eu beaucoup de succès en Russie, ça a été énormément débattu en Russie. Et il ne faut pas croire du tout que les Russes, comme on le présente parfois, ne connaissent rien à la philosophie, sont des ignares, auraient découvert Marx un peu par hasard et se seraient emparés, l'auraient utilisé. Non, c'est des gens qui ont lu, qui ont énormément travaillé, qui sont énormément servis, et de Hegel notamment. Donc quand Kojève arrive en France, il constate que les Français ne connaissent pas Hegel, ça le surprend beaucoup parce que... Mais déjà, c'est pas traduit. C'est pas enfin, il y a des textes traduits, mais pas la phénoménologie, alors que ça lui apparaît être le texte le plus important. Et puis, et donc il va servir d'introducteur donc de la phénoménologie, mais vraiment comprise. En tout cas, en ce qui me concerne, et c'est ma thèse, et c'est aussi une thèse que je défends dans La conscience de Staline, même si ça réduit pas tous les apports autres que russes pour l'interprétation de Kojève, mais ma thèse c'est de montrer que cette interprétation de Kojève elle s'inscrit dans la philosophie religieuse russe et qu'elle est très importante pour comprendre l'arrière-plan idéologique, philosophique, culturel de cette thèse de Kojève. Il ne s'agit pas de réduire la thèse de Kojève à cet arrière-plan philosophique et culturel, mais quand même qu'on ne l'a pas en tête, à mon avis, on s'ampute de quelque chose d'extrêmement important. Alors pour revenir à la question initiale, il devient quoi? Il devient fonctionnaire
Il devient ensuite il s'ennuie, il cherche un travail. Donc ça c'est après 39. Il est envoyé sur le front, c'est la drôle de guerre. Il repart. Je crois qu'il s'ennuie. S'ennuyant, il décide de passer le concours de l'école des chartes. Il réussit le concours de l'école des chartes. Il devient bibliothécaire. Mais je me souviens plus très bien comment les choses se passent. Mais après-guerre. Et après-guerre, en fait, un de ses anciens étudiants, Marjolin, je crois, fait appel à lui. Qui est un directeur voilà, ministère des Finances. Pour faire des notices. Et peu à peu, cet homme qui fait des notices va devenir de plus en plus important au point d'être déclaré par Raymond Barre comme l'éminence grise de la politique française, etc. Politique commerciale. Politique commerciale. Et ce qui est assez étonnant, c'est que d'ailleurs quand c'est quand même particulièrement atypique là aussi. Oui, mais et toujours, ça c'est vraiment là, quand on lit les lettres, parce qu'on a aux archives les lettres que Kojève reçoit, mais pas celles qu'il envoie, donc on n'a que les réactions des gens, et c'est toujours assez étrange et assez frappant. Il y a un côté gourou, il est très fort, et il est très convaincant, et il est très... il a une assise intellectuelle sur une domination intellectuelle, alors qu'il se met toujours plus ou moins dans l'ombre, et notamment les textes non publiés de Kojève en témoignent, c'est-à-dire que il publie pas. Et c'est pas parce qu'il n'écrit pas. Ses archives, sur tous les sujets, de la philosophie des sciences, la physique quantique, c'est dans des à la BNF maintenant. Il fournit des éléments comme ça pendant toute sa vie, ou c'est 42 puis après il fait plus rien? Toute sa vie. Toute sa vie il va fournir des éléments comme ça. Toute sa vie. Toute sa vie, il va continuer à faire de la philosophie et à écrire des textes gigantesques. D'accord, ok. Dans son système du savoir. Vous avez lancé le mouvement, on va passer la parole au public. S'il y a des questions, je voulais vous en poser une dernière avant, en rapport avec le texte que vous avez cité au début. Les néo-formations. Comment il s'appelait Henri Moisset. Henri Moisset. Alternativement, on parle d'autoritaire et de totalitaire. Il utilise le mot totalitaire. Oui. Mais lui, c'est positif. Oui, bien sûr, mais c'est pas du tout dans le même sens que la reine, évidemment. Mais on l'aura compris. Mais est-ce que indifféremment, il utilise totalitaire et autoritaire? Oui, parce que il a une philosophie. Pour lui, voilà. Il a une philosophie de l'autorité. Oui. Il a une philosophie de l'autorité, et autorité signifie pas force. Oui. On est dans un système là qui dirait, pour lui, qui serait de toute façon la démocratie libérale n'a pas d'autre possibilité que d'oublier l'autorité, de tomber dans l'autoritarisme, c'est-à-dire dans l'oppression, c'est-à-dire dans la violence, c'est-à-dire dans l'utilisation d'une classe contre une autre en fait. Mais l'autorité chez lui, c'est pas. C'est de la même manière, dans cette même logique, que quand il parle de dictature, c'est au sens marxiste. Marx parle de dictature de la bourgeoisie comme du prolétariat, etc. C'est en rapport, je suppose, direct avec cette conception de l'autorité politique. C'est en rapport avec sa conception directe de l'autorité politique. Disons qu'il explique que ça n'est pas nécessaire que ça soit incarné par une seule personne, mais ça ne le dérange pas que ça soit incarné par une seule personne. Que l'autorité politique soit incarnée par une seule personne, et une dictature personnelle, ne lui apparaît pas comme quelque chose de dangereux, en fait. Alors, question du public. Pourquoi les bolcheviks l'ont condamné à mort? Il est très jeune, il a 16 ans. C'est pas une raison. Non, mais c'est pas pour des raisons politiques. C'est parce il marchait noir. Ah. C'est à quelle année? 1917. C'est pendant la NEP? Non, un peu plus tard. C'est à l'époque de la NEP, ça doit être. Il doit avoir. Oui, donc c'est à peu près ça. Ouais, 19, 20, quelque chose comme ça. Mais oui, c'est ça. Donc, à propos de ça, pour bien comprendre le contexte, je sais plus, où ça se situe, lisez le livre de Semenov qui s'appelle Des diamants pour le prolétariat. Tu l'as lu, donc tu vois, c'est exactement. Parce que c'est plein d'anecdotes de gens de genre-là, et où
où en note on apprend, et c'est des personnages historiques, Il y a plein de notes. vous l'offrir au Il y a besoin, plein de notes. mais je crois que je l'ai vendu tout à l'heure. Et en note de bas de page, on a machin, c'est tout de suite, y compris des gens du NKVD ou des choses comme ça, fusillés pendant les purges en 30 et quelques, etc., etc. Et on comprend pourquoi. Parce qu'ils étaient ceux-là effectivement mouillés dans des affaires assez douteuses de marché noir et autres. C'était pas politique du tout alors. Non, là c'est pas politique, il est jeune, il fait du marché noir, il est vraiment très jeune, hein, je crois qu'il a 16-17 ans, il est condamné à mort par le régime pour marché noir, et il vient quand même d'une famille importante, et par relation, sa mère lui obtient la libération, et ensuite l'expulsion. Enfin l'expulsion. En 17, il a un rôle en 17 où il est trop jeune pour pouvoir... Non, c'est un gamin. C'est un gamin. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Pas pour des raisons politiques. Non, pas pour des raisons politiques. Ni idéologiques ou autres. Oui, Alors, parce que lui dit qu'il est bolchevique. Et d'ailleurs, il dit dès 1920 dans son journal, qui n'est pas traduit en français, mais qui est traduit en allemand, dans son journal d'un philosophe, il dit même d'avoir été condamné à mort, ça lui fait pas dévier de son... Il donne comme il reste raison bolchevique. de son départ, je crois, c'est que le fait que du fait de ses origines bourgeoises, il peut pas étudier. Donc il est obligé d'aller en Allemagne. Il parle pas de marché noir. Non, il parle pas de ses fautes. Parce en fait, il a été blanchi, du coup. Il a été erreur de jeunesse. Voilà. Bien, alors il y a d'autres questions. Une petite question. Est-ce qu'il était lecteur de Carl Schmitt? Ah, bien sûr. Oui, parce que par la définition que vous avez donnée de fascisme et de la dictature, je pense que la lecture plus finie de la philosophie nazie fasciste, ça vient de Carl Schmitt. On connaît la relation entre Leo Strauss et la censure, la haute censure et tout. Je pense qu'elle est bien présente dans cette philosophie-là. Mais je voulais savoir sa relation avec Carl Schmitt, l'admiration qu'il avait. Kojève se sert des travaux de Carl Schmitt très tôt. Donc dès 1942 en fait, il se sert des travaux de Carl Schmitt. Il cite Carl Schmitt, il cite amis, ennemis, et ensuite beaucoup plus tard, après guerre, ils entretiennent une correspondance, Carl Schmitt et Kojève, et une amitié. Carl Schmitt appréciant les travaux de Kojève, et Kojève déclarant qu'en Allemagne, la seule personne intellectuelle digne de ce nom, c'est Carl Schmitt. Donc oui, Carl Schmitt est un personnage important, évidemment sur l'autre spectre, l'autre bord du spectre politique, mais ça c'est assez fascinant. C'est que Kojève, disons, attire à la fois les autorités bolcheviques, etc., soviétiques, et aussi, on le voit avec le texte l'inédit, donc les néoformations, y compris également les fascistes, comme Henri Moisset. Enfin, je ne sais pas si Henri Moisset est fasciste, mais il a participé à un régime. Oui, mais en fait, c'est le moins, c'est le moins mouillé. Ça, c'est une histoire compliquée, mais c'est le plus pur apparemment Mais je veux pas me prononcer. Ne lançons pas trop. Comme vous l'avez expliqué, il paraît. S'il y en a. Clairement, appeler un chat, donc les nazis, les fascistes, il fait une distinction claire entre fascisme et nazis, on ne va pas reprendre le cours de la conversation. Oui. Et puis il faudrait expliquer, on pourra le faire plus tard, situer Carl Schmitt dans tout ça et sa propre histoire qui est assez instructive, surtout sur la fin. Autre question. Vous avez dit, lorsque vous avez rapporté le regard et la caractérisation qui était celle de Kojève des démocraties libérales occidentales, vous avez dit qu'il les voyait comme des féodalismes, je crois. Oui. Ce qui rappelle un peu, c'est pas la même chose, mais un peu les thèses, par exemple, de l'historien marxiste Arnaud Meyer, qui parlait de la persistance de l'ancien régime. L'aristocratie n'aurait pas totalement disparu, même après la prise de pouvoir de la bourgeoisie, même si c'est plus compliqué. Est-ce que vous pourriez approfondir cet aspect-là, la démocratie libérale occidentale comme une forme encore de féodalisme? Oui. C'est une belle question, c'est une question difficile. Je connais mal les travaux que vous citez, donc je le ferai sans. Je vais le faire sans, je ne sais pas si ça va trouver un écho pour vos propres questionnements, mais Kojève explique donc ce qu'est...
voilà la façon dont Kojève explique Enfin, c'est compliqué parce que c'est plus profond. Je vais le faire de façon très schématique. Kojève explique que l'ancien régime est fondé sur une certaine idéologie qui est la suivante, à savoir cet individu qui est capable d'aller jusqu'à la mort. Bon, et qui n'a pas eu peur d'affronter sa propre mort lors du combat, dans un combat. Bon, très bien. Mais cet individu va justifier sa propre action, c'est-à-dire le fait de faire la guerre et de ne pas avoir peur de faire la guerre, en se donnant une âme supérieure au roturier qui, lui, n'est pas fait pour porter les armes, qui, devant le combat, préfère le pacifisme, qui n'est pas capable, en fait, de lutter jusqu'à la mort. La théorie d'Ancien Régime, qui va devenir ensuite une théorie fascisante, c'est de dire il y en a un qui biologiquement est supérieur, qui est capable de s'affranchir de son instinct, d'un instinct animal lâche pour aller vers un instinct courageux ou une supériorité. Et donc ça devient une sorte de supériorité raciale ou biologique. Qui pour Kojève est intenable, il n'y a pas de supériorité biologique ou raciale, et en plus, bon, ça devient une contradiction, ça devient sa théorie de la lutte, etc. Mais il faut prendre en compte ce que ça signifie quand même. Idéologiquement, c'est très fort, puisqu'on est face à des individus qui vivent dans un monde où véritablement, il ne faut pas minorer le poids de l'idéologie et de la construction intellectuelle, on est dans un monde où on croit véritablement, on se pense véritablement comme supérieur par la race, par la biologie, par l'origine, et on rattache d'ailleurs cette origine plus ou moins à Dieu. Il prend des exemples de différents pays, notamment le dernier exemple c'est le Mikado japonais, où on rattache directement la lignée la plus importante au Dieu lui-même, ou etc., etc. Bon bref. Les bourgeois, évidemment, ils ne peuvent pas se revendiquer d'une position biologique supérieure, dans la mesure où ils n'appartiennent pas à l'aristocratie, et donc ils entrent en lutte d'abord pour se faire reconnaître comme égaux, comme de véritables hommes, comme des hommes qui peuvent également, eux aussi, être capables de liberté, c'est-à-dire de s'affranchir de leur instinct de conservation. Non, c'est pas seulement le fait d'un aristocrate qui n'a pas peur de mourir et qui est capable de s'affranchir de son instinct de conservation qui le rendrait supérieur. Moi aussi, je suis capable de lutter pour ma propre reconnaissance. Et là, si on y fait bien attention, il y a déjà un écart avec le marxisme traditionnel et même avec une position soviétique matérialiste. Pourquoi ? Parce que si on y fait attention, on ne fait pas la lutte pour une répartition du bien-être matériel, parce que vous seriez plus riche que moi et je veux avoir une part de votre richesse, ou parce que je veux répartir mieux le capital ou les richesses, mais en fait... Ou même tout simplement par souci de justice. Ou par souci de justice. En fait, moi, je lutte contre... On parle de la position marxiste, évidemment. Je lutte contre vous parce que je veux être reconnu. Et je veux être reconnu par vous, et je veux être reconnu comme un homme, c'est-à-dire comme quelqu'un qui, justement, se moque complètement du bien-être matériel, qui n'est pas un animal, qui ne cherche pas, dont toutes les actions n'est pas... Et c'est pour ça qu'aussi ça intéresse beaucoup les fascistes, parce qu'il y a une position... Là, les critiques d'Althusser sont aussi belles, c'est-à-dire que, enfin, sont aussi intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, en fait... Mais il ne faut pas s'arrêter là. Mais il y a un moment, évidemment, où dans la lutte et dans le combat, je lutte contre vous pas du tout pour des considérations matérielles. Je lutte contre vous pour des considérations entièrement spirituelles, de reconnaissance et d'abord de reconnaissance de ma liberté. Et moi, en tant que bourgeois, disons, je suis capable de me mesurer à toi, aristocrate, non pas d'ailleurs, et ça c'est très important, pour te prendre ton bien-être matériel, puisqu'en fait moi je suis même plus riche que toi, mais souvent c'est je suis plus riche que toi, j'ai la puissance économique, la force matérielle, mais j'ai pas la reconnaissance sociale qui va avec. J'ai pas le pouvoir.
et j'ai pas le pouvoir. Et donc je manque. Et pour avoir le pouvoir, à un moment, il faut s'engager dans une lutte à mort qui est une lutte type révolutionnaire. Et où là, moi, je vais te montrer, je vais te prouver que c'est très sérieux mon histoire et je suis prêt à mourir pour ça. Si on prend les choses autrement sous un angle de lutte féministe par exemple, puisque Kojève en parle à la fin de sa vie, enfin à la fin de sa carrière philosophique, pas à sa fin de sa vie, il dit, et c'est très intéressant, le moment où précisément des femmes sont capables de lutter, c'est un moment où elles peuvent être par ailleurs économiquement riches. Vous pouvez être économiquement riche, être, je sais pas, bourgeoise du 7e arrondissement, etc. Mais c'est pas ça qui compte, c'est pas votre puissance économique. Ce qui compte, c'est que vous n'êtes pas reconnu dans cette société. Et dans cette société, vous ne ferez pas reconnaître en fait par la puissance économique. Vous allez vous faire reconnaître lorsque vous allez vous engager. Et cet engagement va pas vous apporter sur du point de vue du bien-être matériel, va vous apporter aucun bénéfice matériel. C'est-à-dire que, je sais pas, on peut prendre des cas de figure. Si vous êtes une actrice de cinéma et que d'un coup vous dites, bah non, en fait, moi je refuse d'entrer dans ce monde patriarcal, etc. Ça va pas faire ça va pas vous arranger vos affaires matérielles, mais vous luttez pour une reconnaissance que vous estimez ne pas ne pas avoir, etc. Ça rentre dans sa grille d'analyse. Voilà. C'est dans quoi? Oui, mais la persistance du coup de la féodalité. Alors voilà, dans le monde, dans l'univers bourgeois, dans le régime bourgeois. J'en arrive. Cette persistance, en fait, c'est une force économique qui ne va. La démocratie, dans son idée, c'est un temps d'arrêt des luttes, en fait. C'est un temps d'arrêt de deux anthropologies et de deux combats différents, qui est d'un côté la droite ou l'extrême droite. On est arrêté par sa biologie, par son sol, par une appartenance à un genre, à un sexe, à un sol, à un territoire, à une essence. Et de l'autre côté, la grande émancipation de toute essence et cet déracinement absolu dont il parle, et cette possibilité d'être reconnu non pas pour ce qu'on est, mais pour ce qu'on fait. Ah, mais ça parle beaucoup à Maud Camarade. Je vous expliquerai pourquoi. Mais on est dans... On approuve, évidemment, bien sûr. Merci. C'est dans quoi ça, c'est dans le système du savoir. Il est totalement marxiste, hein, entre parenthèses. Là, oui. Contrairement à beaucoup de nos pseudo-marxistes actuels qui essaient de nous expliquer qu'il faut être valorisé et payé pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on fait. Voilà. Je vous dirai à qui nous faisons allusion ici. Trio, non. Non, alors... Ce discours, il est dans où? C'est dans le système du savoir de 1954 et ça continue ensuite. Et il n'est pas publié, on le trouve aux archives, mais il sera publié un jour, je suppose. Et le féodalisme, en fait, c'est ce moment pour lui où c'est une certaine pratique du pouvoir politique. C'est une certaine pratique du pouvoir politique qui est le monarque et sa cour. C'est-à-dire, il faut considérer ce que c'est que... Est-ce qu'on peut utiliser un mot qui est devenu à la mode, souvent à tout propos et hors de propos, mais qui est recyclé beaucoup maintenant, en parlant d'oligarchie? Oui, c'est ça. Mais il faut être honnête, c'est-à-dire que pour le prendre, par exemple, il parle de ça dans le dictionnaire de Bayle. Pour lui, par exemple, protestant et catholique, la lutte protestante-catholique, il la relie sur fasciste-communiste. Et c'est important parce que c'est curieux, mais le lien est fort en réalité. C'est-à-dire que lorsque vous avez une pratique politique d'équilibrer les grands du royaume représentent pas simplement, ne représentent pas qu'eux-mêmes. Ils représentent aussi des forces économiques et des forces culturelles. Quand un duc de Guise décide de se soulever contre Henri III, il a derrière lui, il a une force économique effectivement, mais il a derrière lui aussi la conscience de gens qui peuvent se sentir déclassés, des catholiques, etc. C'est-à-dire que le monarque doit être là pour éviter que de nouvelles forces
émerge, et ça c'est toujours le risque dans l'histoire quand une nouvelle force émerge, parce qu'elle déstabilise l'équilibre en place. Et donc il est là pour faire une administration au maximum qui équilibre les forces. Quand l'un monte trop haut, il faut refaire monter un autre, etc. pour rééquilibrer. Mais dans cette perspective, c'est un présent éternel en fait. On essaye de ne pas faire droit aux forces antagonistes qui risquent de nous faire basculer dans la violence. On a très peur de la violence. On sort d'un moment de violence extrême et donc on retombe sur une espèce d'administration. Alors quand c'est royal, il y a des coups de force, on assassine le duc de Guise. Quand c'est démocratique, ça devient réglementaire et juridique. On fait passer certaines lois, etc. pour équilibrer les forces. Mais d'après lui, même en système démocratique, ce moment où on arrête les forces, où on essaye de les équilibrer sur fond de tolérance, plus ou moins tolérant, parce que quand la force veut devenir pouvoir, là, elle est empêchée, mais on le fait en faisant passer des textes. Mais en fait, à un moment ou à un autre, compte tenu de l'inertie des forces, compte tenu de la force économique des acteurs, le système finit toujours par se détraquer et en fait on retombe sur cet antagonisme principal qui est fascisme, communisme, c'est enfin ça, la extrême gauche, persistance extrême du gauche. féodalisme. Et c'est ça le retour périodique d'une structure féodale. Voilà. Est-ce que Kojève était en lien avec les cosmistes russes? Non. Très peu. Il en parle, mais il en parle pour les moquer. Donc non. On expliquera. On va en parler, y compris dans des publications qu'on a prochaines, ce que c'était que les cosmistes russes. Le cosmisme, c'est très important, mais c'est peut-être un peu long de vulgariser ça là, juste en réponse. Non, parce qu'en fait, mais pour le dire très brièvement, en 2 mots, mais les cosmistes, par exemple, intéressent beaucoup une force qui veut devenir pouvoir, à savoir Peter Thiel. Oui. On en parlera après, mais je suis très curieux de connaître le débat que vous avez avec Peter Thiel. Parce que les cosmistes, ils veulent résurrection et immortalité. Et pour Kojève, ça, c'est d'après lui, 2 marqueurs d'une idéologie d'esclave. Donc, il n'est pas du tout adepte des cosmistes. Non. Comme c'était une question courte et qui aurait mérité une réponse très longue, mais qui a été courte, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que... Oui. Je peux poser une deuxième, c'est une question un peu large, parce que c'est la raison qui beaucoup de camarades m'ont conseillé le livre Sophia, c'est la mention au marxisme, léninisme, stalinisme, à Staline. Je pense que, et en lisant le livre, je suis encore à la moitié, on ne voit pas beaucoup de mentions sur la philosophie ou des livres de Marx ou de Lénine. C'est toujours un appui pour concrétiser sa conception de Hegel en utilisant le marxisme, léninisme, stalinisme. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette interprétation. Non, mais le rapport de Kojève à Marx est difficile et compliqué. Et en plus, dans son travail et dans ce travail, il essaie d'une certaine façon quand même de réintroduire une dimension de reconnaissance sociale et non pas de s'emparer du capital. Il pense d'ailleurs que c'est une erreur de vouloir... c'est un problème en fait. Il y a des mentions de Marx, il y a une utilisation de la philosophie de Marx, de la violence, etc., des luttes, mais il est quand même marqué, en tout cas c'est ma lecture, peut-être que je me trompe. La conception marxiste de l'histoire. Oui, par la conception, bien sûr. Mais il est aussi, je crois, marqué par la philosophie religieuse russe. Et c'est un problème que Soloviev lance à ses successeurs, puisque Soloviev dit on ne peut pas faire la révolution pour s'emparer du capital, on ne peut pas faire la révolution pour du bien-être matériel,
pour une raison très simple, c'est que la fin est antinomique avec les moyens. Parce que le moyen, c'est le sacrifice de sa vie. Il y a une espèce d'éloge du fanatisme qui peut être sous-jacente aussi. C'est-à-dire ce moment où on est capable de donner sa vie pour un idéal, mais si on est capable de faire la révolution pour un idéal, et si la seule façon de changer ou de transformer le monde, ça sera dans un sacrifice, il faut admettre que le moyen ne correspond pas à la fin étant l'obtention de bien-être matériel. Ce qui pose un problème redoutable et où on peut le dire à la façon des libéraux, si vous donnez à tout un chacun un pavillon, un chien et une stabilité financière, il n'y a pas de raison qu'ils se révoltent. Ou encore cette lecture horrible là, de Napoléon par le film là, Ridley Scott, qui commence la Révolution française, les gens mouraient de faim et donc ils ont fait la Révolution. Ça, pour un Soloviev, c'est pas possible, pour un Kojève, c'est pas possible non plus, parce qu'en fait, on fait la Révolution pour une reconnaissance sociale qui est de l'ordre du spirituel, et Kojève appelle ça du désir de désir, vraiment en s'inspirant de Hegel et en faisant de Hegel autre chose quand même, parce que chez Hegel il n'y a pas désir de désir, et alors que Kojève va construire toute sa pensée autour de ça. Mais je peux préciser que là on a évoqué la première réception de Kojève dans ma folle jeunesse, ou même avant, même quand j'étais pas encore né. Donc, bien que ça passe assez longtemps, Kojève avait été un peu disqualifié aux yeux des hegéliens bontins, à juste raison. Il y avait des raisons légitimes pour ça, mais il a été aussi, du point de vue des marxistes, vraiment marxiste, parce qu'il y avait beaucoup d'écarts, y compris ces aspects moraux, religieux, ou en tout cas mystiques, on va dire, spirituels, qui sont totalement absents du matérialisme, marxisme et de tout genre de choses. Néanmoins, c'est ce qui fait tout l'intérêt de Kojève, c'est que c'est une voie amusante. C'est d'ailleurs intéressant. Ça ouvre d'autres luttes, en fait. Ça ouvre d'autres luttes. Ça ouvre la lutte féministe, par exemple. Vous avez évoqué Queneau. Il faut imaginer que Queneau incarne... Pour nous, c'est la génération bien avant la mienne quand même, mais on savait ça, du moins la nôtre, on ne s'était pas tapé encore 50 années de maître ignorant comme vos générations à vous. Eh bien, Queneau, par exemple, avait été très influencé par Henri Guénon. Alors il revient à la mode en plus, Guénon aussi en ce moment. Il faut imaginer, et ça veut dire quoi ça? Qu'à cette époque-là, c'est une chose dont je me suis aperçu que personne ne l'avait remarqué ou n'en avait entendu parler, et pourtant ils étaient tous personnalistes. L'essentiel de l'intelligentsia française, appelons-la comme ça, des intellectuels, de l'appareil idéologique, tout ce qu'on voudra, des intellectuels comme des artistes qui avaient des ambitions intellectuelles du genre de Queneau, et tout ce qui gravitait autour de lui, et bien des mystiques. C'est l'aspect, à mon avis, mystique Et pourquoi ça les intéressait, je vais conclure là-dessus, on pourra éventuellement en débattre plus tard, c'est parce que justement, ce qui fait, d'un point de vue politique, avec des nombreuses conséquences, y compris théoriques, l'espèce de soupe personnaliste, qui est en gros l'idéologie moyenne de toute la classe moyenne française déjà depuis les années 20, depuis l'apparition du communisme en réalité, donc c'est la réaction. En France, ça s'appelle le personnalisme, et c'est l'idée de troisième voie entre le libéralisme et le communisme, même si on fraye un peu. Alors, c'est pas pour dire du tout, évidemment, que le Kojève relève de ça, mais l'intérêt, y compris des gens dont on a parlé tout à l'heure, ou d'un Queneau, ou de toute une partie de la classe intellectuelle, c'était qu'il y avait une présentation par Kojève d'un marxisme qui était plus acceptable pour eux. Oui, oui, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, non, mais c'est pour répondre au fait que oui, effectivement, il y avait Kojève, c'est pas vraiment un marxiste en réalité. C'était peut-être un bolchevique, mais en tout cas, c'est certainement un russe, mais pas un marxiste. Non, ma question c'était juste qu'il évoque quand même quelque chose qui a fait appel à un sens théorique. Le marxisme, le léninisme, le stalinisme, ça fait appel à la même chose.
Mais la définition qu'il essaie de faire, c'est l'histoire, la prise de conscience, je pense qu'il y a même une phrase, la prise de conscience historique et la définition phénoménologique de la phénoménologie. C'est un sens qu'en lisant en lecteur de Losurdo, on voit bien comment Hegel peut porter une prise de conscience vers le marxisme, mais je ne vois pas encore beaucoup de Marx dans cette lecture. Il n'y a pas de souci, mais c'est juste une remarque. Ah non, non, mais c'est... S'il était un lecteur de Marx, c'est juste une question s'il était un lecteur de Lénine. C'est une remarque légitime, à mon avis. Et même mieux, il va dans le tome 2, pas il disqualifie, mais il dit rapidement... il fait une excursion sur Freud et Marx pour les situer de la même façon, et on comprend en le lisant qu'en fait lui il se situe pas tout à fait sur ce terrain en fait. Il se situe sur un autre terrain qui est une lutte de reconnaissance, qui est un désir d'être reconnu soi-même comme acteur, et qui se joue pas tout à fait sur des histoires économiques, sur une infrastructure économique. En fait, c'est assez fort d'ailleurs parce que, et là je dois admettre qu'il m'a convaincu ou qu'il m'a transformé, je suis plus tout à fait marxiste, mais et sur ce point de vue, c'est-à-dire qu'il y a toujours une infrastructure, mais l'infrastructure n'est plus économique. Elle est dans cette lutte de désir qui va instaurer, et ça je trouve ça assez convaincant en fait. J'avais une dernière question qui est un peu en lien avec ce qu'on vient de dire. Quand Kojève porte ou fait porter son tapuscrit à l'ambassade du RSS, quelle est son intention, quel est son objectif, qu'est-ce qu'il recherche? Parce qu'il n'imagine pas que son texte va être retenu comme étant le manuel soviétique pour accéder au marxisme ou à l'hégéliano-marxisme. Alors, est-ce que c'est pour dire, moi je suis des vôtres, mais voilà mon cheminement, pourquoi je suis des vôtres, j'ai des raisons méta, infra, mais voilà, c'est un ensemble. Et donc je me mets à votre service idéologique, politique, etc. Sur ces bases-là. Mais alors pourquoi faire un texte aussi long, aussi circonstancié? Il peut dire ça plus rapidement en disant... On peut que faire des suppositions, hein, mais ma supposition en tant que lecteur de philosophie russe, moi je trouve que c'est très puissant ce qu'il fait, pour cette raison que il y a une critique d'une partie de l'intelligentsia, mais pas que de l'intelligentsia, d'une partie des gens plus simples aussi, russes, qui considèrent quand même que le bolchevisme est trop occidentaliste, et trop... et ne représente pas exactement la culture russe, tranche trop avec une histoire passée de la Russie. Et d'ailleurs, ils font grâce à Staline d'avoir changé ça. Et un de ces grands passages où Staline change ça, c'est le moment où il revalorise Ivan le Terrible, etc., où il va revaloriser une culture russe qui quand même, au premier moment des bolcheviks, est un peu écrasé, et ce que fait, mais c'est mon interprétation, peut-être que je me trompe, ce que fait Kojève, c'est assez fin parce qu'il donne la possibilité de montrer comment les soviétiques sont les héritiers des Russes blancs, des meilleures aspirations des Russes blancs, de Soloviev, etc., etc. Et comment en fait ces Russes blancs, s'ils étaient vraiment conséquents avec eux-mêmes, comme Berdaïev ou Karsavine, etc., même si bon, Karsavine il accomplit l'acte jusqu'au bout puisqu'il retourne en Russie, il meurt au Goulag, mais comment en fait ils montrent un héritage sous-jacent, et c'est assez fort en fait parce qu'il y a d'un geste politique, mais là vraiment russo-russe, il y a quand même une sorte de réconciliation possible entre
les soviétiques comme héritiers de Dostoïevski, de Tolstoï, de Soloviev et de toute cette tradition impérialiste russe, de cette aspiration messianique. C'est assez fort en fait. Donc je ne sais pas si de toute façon le texte, on ne sait pas s'il l'a vraiment fait, s'il est allé jusqu'au bout. De toute façon ça a été brûlé. Si jamais ça a été fait, et comment le texte... il faut voir maintenant comment les Russes vont... Ils voulaient que ce soit édité en URSS, ça c'est sûr. Oui. Et ils voulaient que ça passe la censure. Mais il faudrait voir maintenant comment le texte va être reçu par les Russes. Ok, bon... mais du coup, le texte original était écrit en russe. Oui. Mais n'a jamais. Est-ce qu'il est en cours de publication? Il est en cours de publication. Ouais. Par un éditeur russe. Oui. D'accord. Oui. Alors. On va conclure, ensuite on va passer à la dédicace, parce qu'il y a quand même un livre parmi ceux qui... les deux livres qui font l'objet de la présentation de ce soir. Un des deux livres est une espèce de longue préface, postface du Sofia qu'a écrit Rambert Nicolas. Du fait de toute une série de convergences, non seulement avec l'actualité politique, philosophique, je pense que ceux qui découvrent tout ça aujourd'hui s'en sont aperçus, et qui fait l'actualité évidente de Kojève et du livre, y compris à propos de la conscience de Staline. Donc je rappelle, et on a parlé de Losurdo, que nous venons de publier, de rééditer, refaire complètement, et grâce en soit rendu à Jean-Pierre Martin, qui était vraiment la cheville ouvrière de cette réédition largement complétée et corrigée d'ailleurs, du Staline, histoire et critique d'une légende noire. Qui a amené d'ailleurs donc Jean-Pierre Martin à s'intéresser, comme il l'a expliqué, à votre travail au moment de la publication du Sofia. Et nous parlons beaucoup de ces choses-là aussi dans le numéro qui vient de sortir de Propagande. Tout ça c'est en vente. Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer à faire ce genre de rencontres et de soirées, ce serait bien de nous soutenir, y compris en tant qu'éditeur. Vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Je les offre d'ailleurs à notre invité de ce soir. Le prochain numéro à paraître fin octobre de la revue Propagande, que nous avons intitulé nom de code Katyusha, donc le numéro 9, va beaucoup parler de tout ça, et ce sera sans doute l'occasion peut-être de revoir Rambert Nicolas pour que nous reparlions d'un certain nombre de choses qui ont été évoquées ce soir et qui seront reprises sans doute à propos de l'actualité russe actuellement, dans un des pays peut-être pas le plus russophobe actuellement, mais le plus crétin, le plus ignorant, parce que dans les pays anglo-saxons quand même il y a une petite prise de conscience du fait qu'il y a un gros problème de la part des Occidentaux vis-à-vis notamment à propos de l'Ukraine et du reste de notre comportement vis-à-vis de la culture, de l'histoire, de la tradition et du peuple russe. Donc là-dessus, merci, bravo.